Bonjour à tous, c'est le guide. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau concept qui est de déterminer le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Alors au moment où j'ai dit cette phrase, beaucoup pensent des chars comme le BM-bis, le Panther, les Panzer, le 3, le 4, ou alors les Tigres, Tigre 1, Tigre 2, le T-34, le KV-1, bref, beaucoup de chars comme ça, qui ont marqué l'imaginaire collectif d'exploits, de grandes batailles. Et donc du coup, je vais tenter de répondre à cette question en englobant beaucoup de critères qui sont essentiels pour définir quel est un bon char. Mais déjà, il faudrait peut-être voir d'où partent les chars, pourquoi ils ont été aussi marquants au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire du char, mais en gros, tout le monde sait qu'ils partent de la Première Guerre mondiale avec les premiers Mark I, les Saint-Chamond, puis les Renault FT, qui vont à la fin de la guerre terroriser les Allemands, comme on le voit dans le film À l'Ouest, rien de nouveau, sur Netflix. À l'époque, les principales apports du char, c'est le blindage, ainsi que la puissance de feu. Ça restera deux éléments importants dans l'histoire des blindés, il y aura d'autres critères qui vont se rajouter, mais à l'époque, c'est les avantages. Faut pas oublier aussi qu'à l'époque, il y a une notion un peu d'exclusivité, parce qu'il n'y a que l'entente qui les ont. Les franco-britanniques qui ont les chars, les Allemands ont quelques chars, mais ils vont pas réellement les produire en masse, ils vont préférer se concentrer sur les Sturmtruppen, comme je l'explique dans ma vidéo qui parle de l'histoire de la Panzer Division. Donc en gros ça donne ça. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les chars sont globalement tous un peu lents, le Mark I, le F-17, même si y a déjà une tendance qui se dégage sur le F-17, qui est un char qui a un design moderne pour l'époque. Il a un compartiment moteur équipage séparé, une tourelle tournant à 360 degrés, il est simple à produire, il coûte pas cher quoi. Donc faisons un petit bond dans le temps, cette fois-ci durant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette fois-ci tous les camps disposent de chars, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, tous ces pays-là disposent de chars. Il n'y a plus une exclusivité pour un certain camp. À cette époque-là, les chars qui sont prédominants chez les belligérants qui ont les moyens de leurs ambitions, c'est les chars lourds. Donc on pense au BM-bis chez les Français, au Matinda chez les Britanniques, au KV-1 et au KV-2 chez les Soviétiques, ou aussi au T-28. On est toujours dans cette optique de puissance de feu et de protection. Ces chars en général ils sont très lourds, ils pèsent plus de 40 tonnes. Pour beaucoup, certains sont à 30 tonnes ou pas loin des 40 tonnes quoi. Donc par contre les chars lourds ils ont beaucoup de défauts. En général c'est déjà un coût assez élevé en termes de production. Ça a un entretien aussi extrêmement chiant. Sous ces chars il faut souvent les entretenir, il faut souvent les réparer, il faut souvent changer les pièces parce que la mécanique s'use beaucoup. Aussi, ces chars, souvent, on demande aux conducteurs d'être très précautionneux, pour pas casser la boîte de vitesse, faut être doux avec la mécanique, faut pas être brutal, sinon ça casse. Et quand ça casse et qu'il faut changer les pièces, c'est très long parce que c'est des pièces lourdes, c'est pas forcément conçu pour être touché rapidement. Ensuite, il y a le transport pour ces machines, c'est souvent compliqué de les transporter. Par exemple, on parlait du... Non, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard de celui-là, mais on va le garder pour plus tard. Mais le transport reste quand même assez compliqué, c'est large. Des fois, ces chars dans les tunnels, ils passent pas des fois. Du coup, au niveau des itinéraires, il faut en prendre différents. Et on peut pas en prendre différents. Ces chars aussi ne peuvent pas se déplacer sur de grandes distances. En général, c'est quelques dizaines de kilomètres au max. Sinon, pour aller au-delà de manière efficace et performante, il faudrait des porte-chars, qui est pas du tout répandu à l'époque. C'est aussi gourmand en logistique, bien évidemment. J'ai pas les de l'entretien, mais il y a aussi de la consommation d'essence. Faut que ça suive derrière tout ça. Et si le pays a une logistique qui est pas forcément performante, très vite le char peut se retrouver au bout de, quelques jours, quelques semaines de combat à court d'essence. Parce que le ravitaillement suit pas, puis il y a un moment où le char finit par être de moins en bien ravitaillé. Jusqu'à ce qu'à un moment il tombe en panne d'essence quoi. Et puis aussi au final il y a surtout des bénéfices qui sont pas très incroyables au final, parce que tous ces chars ils peuvent quand même être détruits malgré leur blindage, malgré leur canon, durant la bataille de France on verra que les Allemands avec leur 88 ils perdent ce Matinda, ils perdent ce BM-bis, puis durant la campagne de Russie les Allemands ils font la même chose avec les KV-1 et les KV-2. Il y a aussi quelque chose, c'est que je parle encore des Allemands parce que c'est quand même eux qui vont introduire un petit peu cette tendance que tu veux un char lourd, moi je peux te détruire avec la coopération interarmes, je peux appeler de l'aviation, je peux appeler de l'artillerie, je peux appeler des canons anti-char ou des canons anti-aériens lourds mais qui peut du coup casser du char. Du coup au final ça fait que ton char est pas hyper intéressant. Et du coup on va passer déjà à un autre char aussi, durant la Seconde Guerre mondiale qui va être utilisé, c'est les chars légers. Là on est un peu sur l'opposé total, des chars très rapides, très agiles, qui n'ont pas beaucoup de puissance de feu.
pas beaucoup de blindage, mais du coup qui peuvent quand même rapidement exploiter le terrain. C'est souvent des chars avec des petits tonnages, on parle de 10-20 tonnes, pas plus. En termes d'exemple, on a déjà le Renault FT. Durant la Première Guerre mondiale, on a les Allemands avec leur 38T, Panzer 1, Panzer 2. Du côté des Russes, on a un T26. Du côté des Anglais, on a les Vickers. Chez les Ricains, il y aura le Stuart. C'est ça, logistiquement, c'est pas trop chiant. Ils consomment peu de carburant, ils consomment peu de pièces détachées. Ils sont faits pour exploiter les terrains, du coup, pour parcourir de grandes distances en général. Grâce à leur poids, du coup, comme je dis, ça exploite sur la mécanique. Il n'y a pas trop de contraintes aussi. Le pilote, il peut y aller beaucoup plus brutalement. Ça veut dire qu'aussi en termes de formation, du coup, notre équipage, on n'a pas besoin de former beaucoup plus longtemps. On n'a pas besoin d'avoir un équipage genre d'élite. On peut mettre des mecs lambda, du Mujik ou de l'ukrainien, dedans il n'y a pas de problème. C'est pas chiant de ce point de vue-là. Mais du coup, inconvénient, comme je l'ai dit, pas de puissance de feu, pas de blindage. Il y a aussi un problème, c'est les limites de ces chars, parce qu'il y a un moment, quand il faut monter des canons plus lourds, les Allemands, ils auront ce problème quand il faudra monter du KWK-40, L40, L42, L48, du pack 40 quoi en gros. Quand il faudra monter ça, ça va être chiant parce que ces chars en général pourront pas, il faudra faire des sacrifices, notamment pas de tourelle. Le Panzer 38T, ils mettront un pack 40, mais ce sera en casemate, ça donnerait les Murder 3, puis plus tard les Hetzer. Mais du coup, on passe à vue sur des chars à vocation défensive et plus trop offensif. Ça donnera beaucoup de variantes, particulièrement les Allemands qui feront beaucoup de variantes. On pense au WESPE, les canons automoteurs portés, autopropulsés, je veux dire. Ensuite, il y aura les chasseurs de sorts Murder, puis il y aura des véhicules plus spécifiques comme des Bergpanther, véhicules de dépannage, et les Panzerbefehl, les véhicules de commandement, commander les pelotons de chars sur le terrain. Et du coup, ça va donner que ces chars vont évoluer vers la synthèse des chars lourds et des chars légers qui sont les chars moyens. Il offre un peu le meilleur des deux mondes. On a une puissance de feu notable mais pas excessif. On a un blindage solide mais pas excessif non plus. On a des chars relativement rapides et agiles, pas dans les proportions des chars légers, mais ça reste quand même intéressant. Ils ont du punch quoi, et ils ont de l'impact. Logistiquement, ça reste relativement correct. Ça consomme pas trop d'essence, plus que les chars légers quand même, faut pas déconner. Au niveau d'entretien, si on se démerde pas trop mal, on peut faire un char qui logistiquement sympa. En termes de production, je l'avais pas dit avant pour le char léger, mais du coup le char léger il est beaucoup plus simple à produire. Pour les chars moyens, c'est à peu près pareil, mais c'est pas aussi complexe qu'un char lourd. On peut les produire rapidement et simplement. Si on a conçu le char dès le début pour qu'il soit réalisable à grande échelle. Pour les équipages, il n'y a pas trop de problèmes en ce qui concerne la formation non plus. C'est pas des chars qui nécessitent d'avoir des pilotes incroyables. Faut quand même pas les former parce que là, on demande un petit peu d'exigence, mais avec le temps, quand les chaînes de montage vont très bien se développer, on va pouvoir commencer à gommer un peu ces quelques défauts pour arriver à de très bonnes machines qui sont pas complexes, qui sont fiables, qui sont pas exigeantes, qui sont pas des divas quoi. Ce qui est très important dans une guerre à très haute intensité où il faut constamment repasser de matériel, il faut constamment créer de nouvelles unités. Faut pouvoir un petit peu prendre tout ce qu'on a et pour le mettre dans le char au niveau des hommes. Faut pas être trop exigeant et les chars moyens ils peuvent réaliser cela. En termes d'exemple, là je pense que la plupart des chars qu'on aime durant la Seconde Guerre mondiale, c'est dans ce registre là qui sont. C'est une T-34, avec ses variantes 76, 85. C'est les Allemands avec le P3, le P4, le Stug je vais mettre dedans même si c'est une variante, mais c'est quand même le char allemand le plus produit de la guerre, du coup il faut quand même le dire. Il y a par contre le Panzer 5, le Panther qui n'est pas un char moyen, c'est un char lourd. Quand un char pèse 44 tonnes, d'ailleurs on peut revenir, les chars moyens en général c'est 25-35 tonnes, mais pas plus. Le Panther fait 44 tonnes, c'est trop, son blindage, son canon, c'est un char lourd, c'est un char lourd, mais on va dire réellement un peu léger, même s'il y a quand même du punch inventaire. Si je connais son canon, c'est 75, mais vu que c'est 75 long, les perfs sont réellement incroyables. On est les Britanniques avec tout ce qui est Cromwell, Crusader, et les Américains avec les Grant, et du coup le petit Sherman. Donc pour continuer, du coup là je vais vous dire, en prenant en compte la logistique et les performances au combat, et en ajoutant du contexte à tous ces chars. Parce que là, je parle de la logistique sans prendre réellement la situation de un peu de chaque pays, même au niveau de l'économie, ou même aussi de la situation
en termes démographiques. Est-ce que ce pays a réellement les moyens de pouvoir aligner beaucoup de monde dans ses chars, ou est-ce qu'il doit un peu faire un tri pour se dire on n'a pas beaucoup de personnel, mais on va prendre les meilleurs, on va leur donner les meilleures machines, pour voir un petit peu ce contexte. Alors personnellement, moi j'ai un classement durant la Seconde Guerre mondiale pour déterminer quel est le meilleur char. Ce classement, je mettrais, ce sera un top 4, mais un top 4 qui est plus un top 3. En gros, en top 4, je mettrais le P4. En 3, je mettrais le Stuka 3 allemand, pour moi qui est un très excellent blindé. En 2, je mettrais 34. Et en numéro 1, je mets le Sherman. Parce que le Sherman, il a toutes les qualités d'un char pour la Seconde Guerre mondiale. Dans la plupart des domaines, il est très bon. Et je vais expliquer pourquoi c'est le meilleur char et aussi pourquoi ce char est tellement critiqué. Il endosse beaucoup de problèmes d'une armée qui est arrivée sur le tard dans la guerre. Les Américains, quand ils arrivent, c'est 41 dans le Pacifique, mais ils arrivent en Afrique du Nord en 43 avec l'opération Torche, et 43 c'est tard. Et je vais expliquer pourquoi le Sherman endosse beaucoup de critiques. Donc alors le M4 Sherman, du nom du général de la guerre de sécession, je vais un peu vous faire son histoire, et je vais aussi vous expliquer pourquoi le Sherman est bon dans les points clés qui font d'un bon char un très bon, voire même un excellent char, comparé à ses adversaires qui sont bons dans certains domaines, mais qui dans d'autres sont catastrophiques. Donc du coup, Sherman, c'est le successeur du M3 Lee, le Grand, qui est en Afrique du Nord, qui a été livré aux Britanniques. Les Américains, avant de faire le char, ils ont un contexte logistique très spécifique, qui a un avantage, mais qui a aussi un inconvénient, c'est que leur complexe militaire-industriel est à l'autre bout du monde, ce qui fait qu'il est intouchable. Les Américains n'auront quasiment aucun bombardement dans la guerre, à part des bombardements japonais avec des ballons qui vont être transportés par courant aérien, mais ça c'est négligeable. Et donc il y a très vite la question qui se pose, comment amener le char en Europe, dans le Pacifique, en Afrique, et très vite il décide de faire un char qui est logistiquement très avantageux. Ça veut dire un char facilement imbricable dans des Liberty Ships, pour transporter en masse, un char qui est facilement transportable par grue. Ça veut dire pas un truc de 70 tonnes. Le Sherman fait un peu moins de 30 tonnes, mais on va dire qu'il fait 30 tonnes parce que les évolutions, etc., il y arrivera vers ce tonnage-là. Et en gros, voilà, le Sherman, il est fait pour la logistique. Il est petit, c'est un char qui est fait aussi pour qu'il soit produit rapidement. Au niveau des caractéristiques qui intéressent un peu plus les gens, le canon c'est un 75, voilà, c'est un 75 basique, c'est pas un canon incroyable, mais faut se rappeler qu'il arrive en Afrique du Nord. Là, il y a l'Africa Corps qui est déjà pas mal usé par les 2 ans de combat intense face aux Britanniques. En face, on a des chars un peu de seconde zone, on a du P3. En 43, le P3, les Allemands se rendent compte que c'est fini, on peut aligner. C'est le P3 Panzer J1 avec la version avec le pack 38A, le canon de 50 mm L60, la version longue, mais qui est quand même en fin de parcours aussi, cette version. Par contre, il y a le P4 avec le canon de 75 mm L40, ou je fais 42. Et en plus, c'est fou d'allemand, ils ont envoyé en Afrique du Nord des Tigres, ils ont envoyé le Schweros Panzerabteilung 504, et là, Fascho Sherman, c'est une ligue au-dessus. Mais je vais aussi finir sur le fait de le moteur du Sherman, qui est un moteur un peu particulier. Il a un moteur d'avion, il a un Curtiss Wright, un truc comme ça. Alors, si au début, on peut un peu se foutre de la gueule des Américains, en disant ils ont même pas la technologie pour aligner un moteur de char décent, un moteur d'avion, ça reste pas dégueu, parce que c'est un moteur à étoile, ça veut dire un moteur fiable à entretenir. Et on est encore dans cette optique de logistique, de char pas chiant, de char simple, de char pas horrible à entretenir et à utiliser. Et donc là, on va passer au premier combat du Sherman parce que là, c'est assez critique quand même. Donc 1943, opération Torche, voilà. Les Américains débarquent en Afrique du Nord, en Algérie. Et ils prennent rapidement le contrôle du terrain, mais à un moment, il faut affronter l'Africa Corps. Donc c'est la bataille de Kasserine, février 1943. Où les Américains vont subir de très lourdes pertes, pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que leur armée n'a pas fait la guerre. Les Américains, quand ça arrive en Afrique du Nord, ce sont des bleus. Ce sont des bleus, comparés aux Allemands, comparés aux Britanniques, comparés en fait un peu à tous les pays gérants. Ils n'ont pas fait la guerre, ils ont des doctrines qui sont un peu obsolètes. Leur vision de la guerre qu'ils ont, elle n'est pas bonne. Eux, ils ont encore une mentale Première Guerre mondiale qui va bonne. Mais ça, c'est pas qu'ailleurs. Dans le Pacifique, les Américains, lors de la première année, ils ont beaucoup de mal. Alors, je veux dire, lors des 6 premiers mois, ils ont beaucoup de mal. Il va falloir attendre Midway. Même à Midway, quand on voit la bataille
on voit que ça joue. Les Américains n'ont pas une doctrine ultra forte, ils y vont un peu comme ça, sans réel plan. C'est plus les Japonais qui font des erreurs. Durant les bombardements au-dessus d'Allemagne contre Master Air, là aussi, leurs doctrines ne sont pas bonnes. L'idée d'envoyer des bombardiers et de penser que parce qu'on a fait des grosses forteresses avec plein de mitrailleuses que les chasseurs de Luftwaffe seront abattus dès qu'ils approcheront les box bombardiers, c'est des mauvaises doctrines. Il va falloir du temps pour que les Américains comprennent qu'il faut changer de fusil d'épaule, il faut passer à autre chose. Et pour le Sherman, le problème, c'est que le haut commandement américain ne veut pas admettre au public on n'est pas bon, on manque d'expérience, etc. Non, il faut un coupable. Il y aura des généraux, mais le Sherman apparaît comme un bon moyen parce qu'il est vrai que le char est pas bon, le canon est pas bon, le blindage n'est pas bon, il a des défauts, et le Sherman apparaît comme un bouc émissaire idéal pour l'armée américaine. Malgré ça, les Américains vont quand même faire des changements. Il faut rappeler que aussi les Américains étaient assez réticents à changer les chaînes de montage parce que pour ceux qui jouent à Shoei 4, on sait très bien que changement de chaîne de montage, ça veut dire baisse des gains de productivité, ça veut dire moins de chars qui sort à la fin du mois ou à la journée, ce qui est chiant. Malgré tout, ils vont changer et ils vont introduire. Alors aussi, je n'ai pas dit au début, mais la première version du Sherman, c'est le Sherman M4A1. Et ils vont introduire du coup le Sherman M4A2. Et quand on voit les changements, en gros, c'est... Le défaut du Sherman, c'était que les munitions avaient un emplacement catastrophique, quand beaucoup de belligérants mettaient leurs munitions au centre du char, sous le char, avec une source à munitions blindée. Les Américains mettaient ça sur les flancs, la partie en général où tu veux viser dans un char, et ils se sont dit du coup, pour protéger ses flancs, on va pas augmenter le blindage général du char, mais on va mettre des plaques soudées. Aux emplacements d'émission, ça veut dire que sur le Sherman, t'as 4 plaques, et c'est effrayant de dire que les Américains se sont dit que ça allait passer. Ça va être encore pire parce que du coup, le char va être en fait enclin à l'explosion des munitions, tout simplement parce que les Allemands, comprennent très vite que c'est là où sont les munitions, et c'est là en fait il faut tirer, ça sert à rien de tirer ailleurs que là. Et donc du coup, durant toute la campagne d'Afrique du Nord, le Sherman va se taper une réputation catastrophique, en plus avec les Panzer IV qui en face, eux, sont beaucoup mieux quand même, à ce moment-là, et avec l'arrivée des premiers Tigres, le Sherman, comparé au char allemand, est un peu... c'est effrayant quoi. Il y a une psychose qui s'installe, le Sherman, tout le monde dit que c'est pas bon, donc là du coup on passe sur une nouvelle version, c'est la version M4 du coup A3, qui est une version majeure parce qu'on a introduit un nouveau moteur, il y a de nouvelles usines qui font cette fois-ci des chars avec le blindage soudé et non plus moulé, ce qui fait que le char est beaucoup plus droit du coup, il a moins des formes un peu plus rondes, ce qui fait qu'en termes de blindage, pas tip top non plus, mais bon, pas grave. Il y a aussi le fait par contre que le char soit doté de nouveau canon, c'est le 76 mm, qui au début était pas incroyable, mais il va introduire de nouvelles munitions, et là, ça va commencer à être intéressant. Il y a aussi bien évidemment la version qu'on connaît, la version Firefly, même si celle-là, les Américains, ils n'aimaient pas trop, le Firefly était compliqué à monter dans le char, les Américains, quand c'est compliqué, faut pas trop leur demander, notamment au niveau des chaînes de montage, c'est compliqué à introduire, mais au niveau des obus. On a la version 76 avec le nouveau jeu de chenille, qui est ajouté pour le terrain, parce que Sherman était, en termes de manœuvrabilité, était pas incroyable. C'est un peu paradoxal, mais un char comme le Tigre ou le Panthère était nettement plus maniable qu'un Sherman. Durant l'hiver automne 1944, puis ils observent aussi que des chars Tigre et Panthère sont passés par des chemins boueux et marécageux, alors que leurs propres chars ne peuvent pas y passer. Et ça commence un peu à hurler. Ensuite, le Sherman, du coup, ira faire la campagne de Normandie où, une fois de plus, il va se faire... tout le monde va insulter le char. Parce que, vu que les armées anglo-américaines ne vont pas avancer, ils vont avancer jusqu'à Caen, puis le front va être figé là pendant un gros mois, en gros. Du coup, Sherman va en prendre plein la gueule, parce qu'on va dire... Sherman va en prendre plein la gueule, parce qu'on va dire oui, mais le Sherman ne peut pas se battre contre un tigre, le char va subir de très dures critiques. C'est là qu'apparaissent des noms comme Tommy Hooker ou Ranson, aussi des stats comme un char tigre vaut 10 chars alliés, et aussi que la presse américaine commence un peu à critiquer l'infériorité des chars américains comparé aux chars allemands, qui n'a pas lieu d'être. Aussi, la situation sur le front de Normandie commence à se dégrader. Il n'y a plus tellement de ventes avancées. Le front est bloqué à Caen. Et là, ce n'est pas de la faute du Sherman, c'est de la faute du terrain. Le blocage normand. Aussi, les Allemands qui ramènent de très belles unités. Il y a la Hitlerjugend, il y a la Das Reich, il y a la 21e Panzer, il y a la Lehr, il y a Wittmann. Avec le 101e, il y a d'autres unités de Tigre comme le 504 avec des Tigres 2. Donc tout ça fait que bien évidemment il faut un bouc émissaire et que les performances du Sherman
n'étant pas encore très bonne, et bah on va taper du poing sur lui et pas forcément sur le haut commandement américain, ce qui explique pourquoi le Sherman est très critiqué. Le Sherman aussi verra l'ajout de beaucoup de variantes. Il y aura la Calliope, il y aura la Jumbo, il y aura la 105, il y aura les M10, il y aura même les Jackson avec le canon de 85 mm pour la chasse réellement à tout ce qui est tigre-panthère. Après il y aura Yak Panther, Yak Tiger, voilà, mais là on est vraiment sur la fin de la guerre. Fondamentalement, en fin de guerre, le Sherman, c'est un très bon char, il est rapide, il est maniable, que ce soit en plaine, en terrain boueux. C'est pas un char poussif, il a un très bon canon. 76 en fin de guerre, il peut gérer un tigre, pas avec aisance, mais il peut en gérer un. Si t'es un anglais, t'auras peut-être dans ton char un Firefly, et là bah t'as un jackpot pour un tigre. Hein. Chez les anglo-saxons, c'est l'un des meilleurs canons pour contrer tout ce qui est tigre, Tigre 2, Yak Panther, Yak Tiger, avec le 90 mm. Les témoignages soviétiques le disent, c'est un char, aussi au début les soviétiques étaient, mais pas le Sherman par rapport à tout ce qui était canon, manœuvrabilité. En fin de guerre, les soviétiques ont beaucoup moins de chars, le Sherman aura des extensions de chenilles pour la manœuvrabilité en terrain, un peu quelque chose comme les Oskreten allemandes. Tout pour parler d'un critère durant la Seconde Guerre mondiale qu'on oublie, c'est un peu la log, et souvent la log en dehors des canons de production. Souvent on dit 234 c'est le meilleur char de la guerre parce que simple à produire, très bonne performance, et puis voilà. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'en 34, pendant très longtemps, même à la fin de la guerre, c'est un char qui souffre d'un problème majeur de l'industrie soviétique, c'est le fait que l'industrie est pas qualitative. Le char, des fois le moteur avait des valences de chevaux, ça pouvait aller de quelques chevaux, ce qui est pas trop grave, à une centaine de chevaux, ce qui là est quand même beaucoup problématique. Le char avait des problèmes au niveau des soudures, parce que l'industrie soviétique ne formait pas son personnel, elle formait très mal, il était souvent mal nourri, les conditions de travail étaient horribles, on part d'usine dans l'Oural à des températures en dessous de 0, en dessous de -10, où il n'y a pas de toit, c'est pas chauffé, on fait travailler les gens 12 heures par jour, et forcément à la fin les produits que tu sors, c'est pas fini. D'un côté que les soviétiques avaient pour tendance on s'en fout de l'homme, on s'en fout de l'équipage, ça veut dire que les chars étaient rustiques. Le T-34 c'est un char où l'équipage est cassé, il est dans de mauvaises conditions, il est pas dans le confort, ce qui fait que sur le long terme, bah il est plus fatigué, et donc du coup il est enclin à l'inattention, et donc du coup à la mort, et ça fait que tu perds un équipage qui est pour rappel la chose la plus importante dans un char, et ça bah dans le Sherman américain, on le comprend, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre l'équipage dans de bonnes conditions pour qu'il puisse vivre dans son char, dans son habitacle, pour qu'il en souffre au minimum, dans les conditions logistiques que les États-Unis désirent avoir, bien sûr. T'en diront, on s'en fout, vu que dans le cas, cette durée de vie est limitée, de par tout ce que j'ai dit avant, mais aussi de par la qualité de la formation du personnel qui, dans l'Union soviétique, est l'une des plus basses durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi le problème des optiques du char, qui font que les chars visent mal, mais au point où les tankistes allemands disent que les chars russes ne réussissent pas leur premier coup. En contraste avec les tankistes allemands qui, même si sur le long terme, n'arriveront pas à maintenir un niveau qualitatif en termes de personnel très élevé, mais conserveront des optiques de qualité, ce qui fera que même pour un équipage pas très expérimenté, ils auront un petit avantage sur les chars russes. Et quand je parle d'optiques de basse qualité, c'est surtout les chars KV-1, KV-1S, Su-152, Su-122, etc. Et puis voilà, c'est ce qui explique pourquoi les Allemands sur le front de l'Est, vers la fin de la guerre, les Allemands connaîtront une infériorité critique lors de certaines situations et ils arriveront à s'en sortir. Parce qu'ils avaient des chars quand même qui étaient d'une meilleure qualité. Les chars russes, les radios, il n'y en avait pas beaucoup. Pendant très longtemps, les Russes ont eu 4 hommes d'équipage au lieu de 5, ce qui faisait que le chef de char devait des fois en même temps jouer le rôle de tireur, ce qui crée une surcharge de travail pour le chef de char, ce qui fait que le char était pas très bien commandé. Il y avait aussi pas de radio pendant très longtemps. C'était une radio pour 10 chars, ce qui est un peu con. Hein, c'est comme si tu avais un téléphone, mais que tes potes n'en avaient pas. Bah, quand ça sert, tu me diras, bah rien. Ça fait déjà beaucoup de défauts pour un char qui est considéré comme le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Durant Barbarossa, le meilleur char n'est pas le T-34, n'est pas le KV-1, n'est pas le KV-2, le meilleur char, il n'y en a pas. C'est compliqué de dire, est-ce que c'est le Panzer III, le Panzer IV, le 38T ou le Stug. Le meilleur char n'est pas russe, le meilleur char il est allemand. Le meilleur char c'est le char allemand parce que le char allemand il a une radio qui peut appeler de l'artillerie, un Flak 88, il peut appeler un Stuka. Le char allemand peut même juste te dire, on déchenille le char, on tire dessus, on déchenille et on se casse. On dit aux troupes de l'arrière, il y a un char ici, vous démerdez pour le neutraliser, nous on continue notre progression parce qu'on est dans une guerre éclair et on n'a pas de temps à perdre avec des chars. Pour ce qui est des chars allemands, là les défauts sont plus simples à identifier. Le Tigre en termes de qualité
c'est un char qui, au cours de la guerre, particulièrement à partir de 1944, va subir la baisse qualitative de l'industrie allemande ainsi que de la valeur allemande. L'industrie allemande, à la fin de guerre, la qualité de l'acier s'effondre, l'essence n'arrive pas à suivre, sans compter qu'en plus, le secteur de production d'essence de synthèse de IG Farben, qui était au nord de l'Allemagne, qui était l'un des secteurs les plus cruciaux de l'économie allemande, mais qui n'était pas protégé, qui n'était pas enterré, va se faire bombarder en 1944 par les Alliés environ toutes les semaines, ce qui fait que l'essence de synthèse va chuter la production d'essence va chuter de 80% avec le bombardement à Ploesti. Beaucoup d'unités blindées allemandes, même d'unités mobiles de l'armée allemande tout court, vont commencer à être immobilisées. Il va y avoir un rationnement de l'essence qui était encore plus strict qu'il n'en était avant, et même si le TIG était prioritaire dans les unités mobiles, il a bien évidemment subi cette baisse de production. Ce qui fait que les TIG vont commencer de moins en moins à devenir mobiles parce que ces machines se consomment beaucoup. De plus, pour revenir sur l'acier, fin 1944, ce dernier va être de très mauvaise qualité parce que pour en produire beaucoup, on va commencer à faire moins attention à comment on le produit, du coup il y aura des bulles d'air dedans, etc. Mais c'est pas le pire. Maintenant, je vais vous parler du pire et du défaut majeur du Tigre, c'est le transport. J'avais voulu vous en parler au début, mais après je me suis dit, je vais leur en parler sur la fin. Lorsque Henschel avait fait le châssis du Tigre avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas pensé au transport. Du coup, le Tigre, quand il a fallu le transporter, Henschel a dit, vu que le char avait des chenilles trop larges qu'il ne pouvait passer dans les tunnels, ce qui était un problème, on va faire un jeu de chenilles spécial transport. Sauf que c'est con, parce que ça veut dire que quand t'as un char Tigre et que tu veux le transporter par train, quand tu veux transporter un Schwerer Panzerabteilung, qui sont les unités dans lesquelles se trouvent les chars Tigre, ça veut dire que tu dois monter des chenilles pour le transport, et quand tu arrives sur le terrain, tu dois remonter des chenilles, ce qui est une opération chiante, extrêmement chiante. Dans un Schwerer Panzerabteilung, t'as 14 Tigres, tu as changé 28 chenilles, ce qui est une opération logistique extrêmement chiante, mais c'est chiant, vous imaginez. Et en plus, faut se rappeler que le Tigre a des composants extrêmement lourds à l'intérieur. Le Tigre, vous voulez changer une boîte de vitesse, c'est 1 jour. Le Sherman, c'est 4 heures. Juste là, on a deux mondes qui s'opposent, mais réellement deux mondes qui s'opposent. La qualité, la surqualité. Et du coup, les Sherman, c'est la quantité, quoi. C'est pas la surqualité, mais juste la quantité quand même, parce qu'on sait que dans une guerre d'intensité, c'est important. Et pour finir, le Tigre, il y a aussi le fait que, pas relais sur longue distance, l'armée allemande a pas de dire de 43-44 et T-43, quand il faut faire des grandes retraites, comment il fait une Tigre pour suivre? Si vous devez reculer de 100 km, le Tigre, vous ne pouvez pas suivre. Donc, vous pouvez l'abandonner. En Russie, dans la neige, la boue dégueulasse, là, ne comptez même pas récupérer. Il y a aussi l'équipage, bien sûr. L'équipage qui, en fin de guerre, la probabilité qu'un char Tigre soit perdu parce que le conducteur qui est souvent un mec sur son char est le Tigre, mais qui n'a pas le niveau d'expérience requis pour conduire le char, pète à bout de vitesse. Ça se passera pour les Panthères. Les Panthères sera le même problème. Pareil pour les Yak Panther, les Yak Tiger, le Moss sera nécessairement le même problème pour le Moss. Alors peut-être pas, vu qu'ils en avaient qu'un, ils auraient cherché à trouver un équipage de qualité, mais peut-être que même là il y aurait des problèmes. Le Panther a ses défauts en moins pire, parce qu'il n'a pas les problèmes de transport sur longue distance. Au printemps 44, la version off-CG, il y aura des rapports de chars qui feront 500 km, ce qui est très bon. Même si le Panther au début quand même, quand on voit les débuts à course, on peut se dire que c'est effrayant. Mais il faut aussi se rappeler une chose, moi là je critique les Allemands pour leur manque de rationalisation au niveau des chaînes de montage, j'ai critique depuis mon bureau, mais il faut se rappeler que pour les Allemands, le char Tigre, essence ou pas essence, c'est un bon choix. Mais en même temps, si on fait une certaine logique pour les Allemands, si les Allemands auraient des idées pour une raison de dire, nous on ne fait pas de chars lourds, mais on va faire des chars moyens, on va faire, imaginons les Allemands disent, on va faire plein de Stug, on fait que du Stug et du P4. Et un tout petit peu de Panther, de Yak Panther en dose homéopathique pour lutter contre de potentiels futurs chars plus lourds contre l'Union soviétique ou les États-Unis, les Allemands n'auraient jamais pu faire ça, car ils n'auraient jamais eu l'essence pour faire tourner tout ce parc de chars. Et oui, ce qui fait que le choix allemand est pas déconnant, mais en même temps, à la fin de l'été 1944, on voit que ces choix ne pouvaient pas être tenables sur le long terme. C'était pas tenable. Et ça donne à la fin des machines qui apportent plus de défauts que d'avantages. Et donc, je vais finir ce petit podcast en rappelant les points importants qui font un très bon char, donc la protection, la puissance de feu, la mobilité, ça c'est ce qui font un bon char. Par exemple, le char Panther, si on ne prend que ces critères, mobilité, puissance de feu, blindage, ça donne le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. On est plus proche d'un char d'après-guerre qu'un char durant la guerre, mais il y a aussi la logistique, car vous pouvez avoir le meilleur char du monde comme le Panther,
Ça peut être un char qui passe de très bon à bon, voire même de très bon à excellent, quand vous n'avez pas la logistique, quand le carburant ne suit pas, quand l'équipage ne suit pas, quand la maintenance et les réparations ne suivent pas, donc tout ce qui est pièces détachées, vous pouvez avoir un char catastrophique. Mais aussi, à la fin de ce podcast, j'aimerais que tu comprennes l'importance de la logistique et que c'est le nerf pour bien mener une guerre. Si dans la Seconde Guerre mondiale, dans les batailles que tu aimes, dans le matériel que tu aimes, si tu prends en compte la logistique, que tu analyses la logistique, tu comprends beaucoup mieux le matériel. Si par exemple on prend le cas de l'Allemagne, tu comprends l'échec des Ardennes, tu comprends l'échec de Barbarossa, et tu comprends même pourquoi l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, ou même pour aller plus loin, pourquoi elle ne pouvait pas la gagner. La logistique au niveau de l'essence, des matières premières, etc. Et donc pour finir ce podcast sur une très belle citation, on pourrait dire que les amateurs parlent de stratégie et les professionnels parlent de logistique.